BASF. Alors, stabilité, croissance des revenus. On a des revenus plutôt stables ici. C'est une compagnie mature. Donc, on peut voir ici que généralement, quand on a des poussées pareilles, ça peut être dû à des acquisitions ou bien à des ventes de certains actifs, surtout au niveau des ralentissements ici. Donc, on voit qu'il y a plusieurs acquisitions ici dans le secteur. Toujours à les vérifier parce que à peu près, quand on voit, on regarde ce type d'entreprise, on questionne surtout les opportunités de croissance. OK? Enfin, de manière générale, surtout des entreprises. Donc, quand je vois à peu près une entreprise qui a des zigzags pareils, j'aimerais me poser la question, j'aimerais savoir, est-ce que c'est peut-être dû à un ralentissement ici temporaire dans ces activités? Est-ce qu'on a vendu un segment d'activité? Est-ce qu'on a fait l'acquisition d'un segment d'activité? Bref, on ne va pas revenir sur les mêmes choses tout le temps. Donc, on constate ici qu'on a plutôt une stabilité des revenus. Ensuite, on regarde les marges brutes qui sont de moins en moins élevées. Mais attention, comparez les marges brutes avec les marges EBITDA et les marges nettes pour avoir à peu près l'information complète parce que vous pouvez avoir des marges brutes de moins en moins élevées alors que les marges nettes augmentent de plus en plus. OK? Donc, on regarde ici les marges EBITDA qui sont plutôt stables, mais ça se voit clairement ici que nous avons ici face à nous une compagnie cyclique. Ce que j'aime également regarder, c'est sur on compare sur plusieurs années. Donc, 20 dernières années, c'est 14% en moyenne. Sur les 10 dernières années, c'est 13,50. Sur les 5 dernières années, 11,85. Sur les 3 dernières années, à peu près 11%. Donc, on a une pression à la baisse au niveau des marges EBITDA. Ça, c'est un problème. Ce qui veut dire que quand je vais lire les rapports financiers, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe au sein de la compagnie en date d'aujourd'hui. Faites attention quand vous regardez une compagnie dans le secteur de la chimie, vérifiez toujours au niveau des procès. OK? On va parler de plusieurs entreprises dans le secteur d'activité, donc j'espère que vous aurez au moins retenu cette partie-là. OK? Il y a toujours également ici des nuages gris à l'horizon par rapport à certains procès en vue. OK? Et quand il y a des procès, ça ne veut pas forcément dire que ça va mal se passer pour la compagnie, juste pour vous mentionner que dans ce secteur, c'est très commun. OK? Donc ensuite, on va regarder ici les marges nettes. On compare les marges nettes ici, enfin les net income, les bénéfices nets avec les free cash flow, excusez-moi, net income, marge nette, moi j'aurais toujours tendance, enfin net income margin, d'accord, ce sont les marges nettes, ok, net income c'est le bénéfice net, ok, quand on prend ici les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage, parce que j'aimerais avoir des net income, des free cash flow au moins équivalents au net income. Ok, on regarde ça ici. On va se dire que les net income sont légèrement plus élevés, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une variation au niveau du BFR ici, ou bien qu'on ait à peu près une augmentation ici du CAPEX par rapport au revenu pour une dépense en capital ponctuelle. Donc vous voyez ici que quand le CAPEX commence à augmenter, les free cash flow, ça se ressent au niveau des free cash flow. Ok, la partie en vert ici. Ok, comme vous pouvez le voir, les CAPEX augmentent. Donc surtout, il faut regarder la médiane des CAPEX, la moyenne des CAPEX, que ce soit pour cette compagnie, que ce soit également pour le secteur d'activité. Quand on regarde les CAPEX par rapport aux revenus, il faut également regarder le capital expenditure du point de vue volume. Parce que si on a des revenus de moins en moins élevés, on va se dire que le CAPEX augmente alors qu'il est plutôt stable. Ok, comme vous pouvez le voir ici, le volume de CAPEX est plutôt élevé, à peu près à 6 milliards. Le CAPEX ici doit être l'équivalent de la dépréciation amortissement, parce que nous avons une entreprise ici, quoique de manière générale, c'est une entité qui exerce dans le secteur de la chimie et c'est un secteur d'activité à capital intensif, du moins pour des entreprises qui vendent des commodités. OK? Donc, on revient ici. Net income free cash flow, on va se dire que ça va à peu près dans le même sens. On prend ici les margins, net income margin. On a à peu près combien? En moyenne, c'est 6%. En moyenne. Je vais toujours prendre sur les 10 dernières années parce que ça se rapproche plus ici de la période actuelle. Sur les 20 dernières années, c'est 6,5. 10 dernières années, c'est 6,5. 5 dernières années, nous avons quelque chose de moins élevé. Donc, il y a un problème ici au niveau des marges sur les 5 dernières années. Après, il faut également normaliser ces marges-là. Si on prend ici les net income, normalize net income margin, donc en enlevant ici les éléments extraordinaires, vous allez voir que si on met sur le même graphique, on aura quelque chose de moins élevé ici. Mais voilà, ça a souvent tendance ici à se vérifier avec les free cash flow qui vont tendance à représenter ici les net income. Donc ça peut être lié ici à plusieurs éléments qu'on pourrait aller vérifier dans les rapports financiers. Ok, donc ce qui me permet de voir ici que les marges diminuent dans tous les cas de figure. Ok, et donc si les marges diminuent, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'en moyenne, c'est 6,5%. Là, on est à peu près du combien? On a presque zéro. OK? Donc, c'est un problème. Net income sur la dette net sur net income, ça donne on a à peu près un ratio 3,5 fois ici, de 3,5 fois la dette nette. Donc, je regarde également la dette nette du point de vue volume, ça donne combien? On a une dette nette qui est de plus, donc vous pouvez voir ici que c'est parce que le volume d'EBITDA a diminué, c'est la raison pour laquelle on a un ratio plus élevé. Donc, c'est important quand vous regardez les ratios de connaître le calcul du ratio, parce que quand vous regardez cette évolution, l'augmentation ici du ratio,
dette nette sur EBITDA, ça ne veut pas forcément dire que la dette nette a augmenté. Ça peut également vouloir dire ici que l'EBITDA a diminué. OK? Donc, ou bien également, l'EBITDA a diminué alors que la dette a augmenté. Ça peut être un effet lié aux deux. Donc, il faut toujours aller vérifier ces différents éléments-là. Et donc, comme on peut le voir ici, la dette nette opère aux alentours de 21 milliards 300. Donc, l'EBITDA, de manière générale, également, comme je l'ai mentionné tantôt, il a diminué. C'est la raison pour laquelle le ratio augmente. Donc, on peut se poser la question de savoir ici, si on revient au niveau de la moyenne, l'EBITDA qu'on avait précédemment, donc on pourrait avoir un ratio bien moins élevé que ça. Donc, la dette n'est peut-être pas si élevée que ça. Ensuite, on peut regarder ici les free cash flow. En combien d'années on peut repayer la dette ici avec les bénéfices nets, avec les free cash flow moyens sur les 10 dernières années. On a à peu près 3 milliards 600. Donc, on peut repayer la dette nette ici en moins de 7 ans, peut-être même aux alentours de 6 ans. Par là. Et donc, ça tombe bien si je prends les free cash flow ici, je prends les net income. Enfin, on a vérifié que les net income sont plus élevés que les free cash flow sur les dernières années. OK? Donc, net income sera au moins l'équivalent de free cash flow. Donc, en prenant ici les net income, je suis très gentil. On a à peu près 3 milliards 900. Je regarde ici les net income attendus sur les derniers mois, sur les prochains mois, par rapport aux prévisions. Est-ce qu'on a quelque chose en dessous de 3 milliards? On se rapproche, on reste à peu près en dessous de 3 milliards 900, 3 milliards 800 par là. Donc en prenant ici 3 milliards 900, il y a de grandes chances que je ne me trompe pas. D'accord? Je vais prendre 3 milliards 900. En tous les cas de figure, on va enlever la dette. 3 milliards 900 ici. C'est un business que je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Non seulement c'est mature, c'est également un business, dépendamment du type d'activité qu'on a ici. Si on a une activité où on est plutôt price taker, ça peut être un problème ici. Donc, 3,9 fois les bénéfices. Fois 15 fois les bénéfices, enfin, excusez-moi, 15 fois les bénéfices. Ça représente à peu près un rendement de 6,6% par là. Donc, 15 fois 3,9, ça donne 58 milliards 500. Moins la dette nette, on a une dette nette en termes de volume aux alentours de 21 milliards 370. Donc, moins 21,37 divisé par le nombre d'actions. Nous avons à peu près combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? 895 millions d'actions divisé par 0,895. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 41,50 $. Ce qui veut dire qu'au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. Mais attention, ça inclut la dette. Ce qui veut dire que si cette compagnie arrive à générer 3 milliards 900, si on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 38 milliards, un business qui pourrait me rapporter au moins 3 milliards 900 sur les années à venir. Et donc, le prix actuel est peut-être intéressant. Mais maintenant, pourquoi est-ce que le marché nous propose une opportunité pareille? Quelle est la situation réelle de cette entité? Est-ce que les perspectives d'avenir sont bonnes? Voilà des questions qu'on doit se poser avant d'acheter du BASF. Et vous voyez ici que je n'ai même pas parlé du dividende parce que si on revient à une moyenne des bénéfices nets à 3 milliards 900, on s'attend à peu près à 3 milliards 800 d'ici 3 ans. D'accord? Ça pourrait même être bien plus élevé que ça parce que les attentes changent également. Rappelez-vous, à ce niveau-ci, en juillet 2024, on était à peu près à 4 milliards 300. Donc le problème, l'essentiel pour nous en tant qu'investisseurs est de vérifier ce qui se passe dans cette compagnie en date d'aujourd'hui. Donc nous avons à peu près 895 millions. Donc ça fait, enfin, par rapport au dividende, 3 milliards 900. En date d'aujourd'hui, c'est une entreprise qui a réduit son dividende, ce qui n'est pas une mauvaise décision non plus. Okay? Si ça permet ici à la compagnie de pouvoir payer le dividende avec uniquement les free cash flow qu'ils détiennent. Donc on voit ici que en moyenne, c'est une entité, enfin en date d'aujourd'hui, c'est 3, enfin en moyenne, ils versent à peu près 3 milliards 200 par là. Ça reste à peu près en dessous des 3 milliards 900. 3 milliards, aux alentours des 3 milliards 900 ici qu'on a en moyenne par rapport aux bénéfices nets. Donc c'est également correct. Si on compare même par rapport au free cash flow, là, par contre, on aura la chanson, enfin, dépendamment, il fallait qu'on prenne la moyenne ici. Donc, je pense que ça sera même un peu plus élevé que ça, un peu moins élevé que ça. Donc, les free cash flow couvraient ici les bénéfices nets. Sauf sur les années à venir, 2 prochaines années. En tout cas, l'année actuelle, on s'attend à peu près à avoir des free cash flow négatifs. Enfin, pas négatifs, mais inférieurs aux bénéfices nets. De telle sorte que si nous, on veut investir sur cette compagnie, on voit ici que sur les 2 prochaines années, donc 2020, enfin, en prenant en considération 2024, 2025, l'entreprise n'aura pas assez d'argent pour payer le dividende avec les free cash flow. Or, on aurait payé à peu près aux alentours de 3 milliards par an pour je pense, attends, 2,25. Je vais donc vérifier ça ici. 2,25. On avait combien d'actions ici? 895 millions d'actions. D'accord, ça donne à peu près, l'entreprise va payer à peu près 2 milliards par an pour les free cash flow. Moi, mon problème, c'est de voir, est-ce que la dette qui arrive à échéance sur les 3 prochaines années
3 à 5 prochaines années est-ce que l'entreprise peut rembourser cette dette-là avec les free cash flow? Est-ce qu'elle a la possibilité de se refinancer? Donc, on va regarder les covenants, etc. Donc, ça, c'est le premier élément. Si la réponse est oui. La deuxième chose que je me posais comme question, c'est le cash qu'on a présentement en banque. Est-ce que ce cash-là couvre au moins le dividende pour les 3 à 4 prochaines années? Donc, si on regarde ici le cash et les équivalents de cash, qu'est-ce que ça va me donner ici? Total cash and short-term investment. Voilà, prenons ça. L'entreprise a à peu près 2,6 milliards. Elle peut payer la dette nette, le dividende ici avec le cash qu'elle a en banque présentement, mais pour une année. Maintenant, il va falloir regarder à peu près l'année prochaine. Donc, moi, si j'investis cette compagnie, je ne prendrai pas en considération le dividende présentement. Je me dis, OK, ils peuvent le réduire encore plus. Parce que présentement, la génération de free cash flow ne permet pas de couvrir le dividende, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le payer sur les 2 prochaines années. Ils peuvent le payer cette année. L'année prochaine, la situation peut s'améliorer ou bien ils pourraient emprunter à nouveau. Donc, ça dépend. Mais moi, en y investissant en date d'aujourd'hui, je pourrais m'attendre à une réduction de dividendes que ça ne me dérangerait pas du tout. Le plus important, c'est de savoir est-ce que l'entreprise peut rapporter à nouveau les 3,9 milliards qu'elle avait tendance à dégager sur la période passée. Donc, ça demande ici une compréhension du business model, l'environnement concurrentiel de cette compagnie, etc. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je dirais pour moi, non. La mienne, non. OK? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une entreprise sur laquelle vous ne pouvez pas gagner d'argent, d'accord? Faites attention. Ça reste une entreprise pour moi ici value, mais on aime également, le plus important, c'est de voir à peu près, c'est questionner la pérennité des bénéfices nets à venir. OK? Donc, c'est ce que je vais avoir tendance à faire si BASF m'intéresse. Donc, les chiffres sont intéressants, mais ça vient avec un piège. Et maintenant, à nous de déterminer où est-ce qu'il est situé et est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là. Donc, en date d'aujourd'hui, je dirais que BASF est correctement évalué. Au point où, si on ne prend pas en considération la dette, le prix actuel est intéressant. Mais si on prend en considération la dette, c'est correctement évalué. Si on regarde du point de vue rendement, c'est également assez intéressant. D'ici, c'est un business qui a tendance à être, je ne dirais pas prévisible, voilà. 60% du temps, les analystes ont raison sur ce business. Et encore qu'il faut normaliser les résultats ici, je préfère, parce que voilà, ça reste un business assez cyclique. Et donc, quand on regarde ceci, questionner également les marchés finaux. Mais bref, on ne va pas refaire ici tout le cours sur comment analyser les compagnies dans le secteur chimique ici, d'accord? Dans ce type de secteur d'activité, ok? Ce type d'industrie, si vous voulez. Bref, n'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter, ainsi que d'autres services de Top Invest. Ne vous inquiétez pas, allez sur la page, vous recevrez ici un lien avec toutes les informations nécessaires une fois que vous aurez rentré toutes les... il n'y a qu'une seule... La page en question, il n'y a qu'un seul élément. C'est voilà, c'est à peu près une page de capture ici pour les emails, mais vous recevrez les informations nécessaires pour tous ces différents éléments. Et si vous avez des questions ici par rapport à l'accompagnement ou bien par rapport à ces différents produits, vous pouvez réserver un appel, ok, en cliquant ici. Bref, nous, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Donc, comme je l'ai dit tantôt, BASF, ça peut être intéressant, mais il faut regarder un tout petit peu plus loin que ça. Où est-ce que le piège, où se situe le piège? Donc, merci.